Salut à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo concernant Git. Et cette fois-ci, on va voir comment faire pour envoyer notre code en ligne pour pouvoir du coup avoir un dossier commun avec des collaborateurs et pouvoir travailler tous ensemble sur le même projet. Parce qu'en fait, pour l'instant, avec tout ce qu'on a vu dans les deux dernières vidéos, on travaille en local, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on pourrait le faire sans avoir besoin d'Internet. Par contre, le problème, c'est que si on veut collaborer avec des personnes, il va falloir que ce code soit en ligne. Et c'est pour ça que on peut retrouver plusieurs clients Git qui vont permettre en fait d'envoyer ce code sur un repository en ligne et de pouvoir ensuite le partager et de collaborer. Donc je vous ai fait ici un petit listing un petit peu des clients Git. J'en ai juste oublié un, c'est celui-ci, tac. Voilà. Donc le plus connu de tous, du moins, oui, le plus connu je pense, c'est GitHub. Donc GitHub, c'est tout simplement, ça vous permet en fait de créer en fait des repositories en ligne et ensuite de pouvoir partager ces repositories avec des collaborateurs. Euh, il faut savoir que vous pouvez créer des repositories gratuits, mais vous pouvez aussi mais qui vont être publics, c'est-à-dire accessibles à tout le monde. Cependant, vous pouvez aussi en créer des privés, mais ils sont payants. Je crois que ça va être quelque chose aux alentours de 7 euros par mois ou quelque chose comme ça. Donc si vous montez un gros projet avec du financement, des choses comme ça, c'est peut-être préférable d'avoir un repository privé. Donc il faut savoir que repository, ça signifie quoi? Ça signifie en fait un dossier en ligne sur un espace, donc dans un serveur, qui va accueillir votre projet, tout simplement. GitHub, en plus de ça, ils ont ce petit avantage d'avoir proposé ici GitHub Desktop. En fait, ça vous permet d'avoir une interface graphique pour Git en fait. Donc ça vous éviterait de passer en fait par la console. Donc on regardera ça tout à l'heure euh, plus en détail. Ensuite, vous avez, si vous voulez, GitLab. Donc GitLab, en fait, c'est la même chose que GitHub, cependant, il vous permet, en plus de ça, pour éviter de mettre votre code en ligne, et donc, parce que c'est plutôt pour les personnes qui ont un petit peu peur que le code soit échappé ou qu'il y ait des failles, ça vous permet en fait d'héberger sur un propre serveur à vous, en fait, ça vous crée un espèce de petit serveur pour vous, et ça vous permet d'avoir en fait ce code sur votre propre serveur, donc qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc voilà, mais sinon le fonctionnement est sensiblement le même. Et après, il y a Bitbucket, qui a été fait par Altation, donc c'est une grosse entreprise. Lui, je l'utilise pas particulièrement, mais je pense que voilà, le fonctionnement est à peu près le même. Mais je préférais voilà, vous donner un petit peu un ensemble d'outils nécessaires. Voilà, je crois que voilà, par contre, s'il est payant, gratuit pour 5 utilisateurs et jusqu'à à peu près 8 euros par mois pour 10 utilisateurs. Donc voilà, on a fait un petit peu un tour d'horizon des clients Git. Je pense qu'il en existe d'autres, mais là c'est vraiment les principaux, les plus connus. Donc moi ce que je vous propose, c'est que tout de suite on va faire un premier test pour envoyer en ligne en utilisant GitHub. On veut utiliser celui qui s'utilise on va dire le plus et qui est un peu plus répandu, donc GitHub. Et pour ce faire, on va créer donc un repository, on va envoyer le code que l'on vient de faire avec notre index.html, et on va l'envoyer dans ce repository, et vous verrez que c'est tout simple. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais créer un nouveau repository. Donc faut vous créer un compte, hein, tout simplement. Là, je suis connecté, mais vous avez juste à vous créer un compte, et ensuite, vous pourrez créer un repository. Donc on va lui donner un nom, donc là, je vais l'appeler tuto git, tutorial for git. Donc là, je vais le mettre en public parce que j'ai pas de, je ne vais pas créer, enfin payer un repository. Et ensuite, vous voyez, il y a plusieurs choses. Soit on va créer un nouveau repository avec la ligne de commande, soit on va pusher un existing repository from the command line. Ça veut dire qu'en fait, on va aller pusher un dossier qui existe déjà. Nous, en l'occurrence, on va utiliser celle-ci parce qu'on a déjà un dossier. On a créé le dossier avec notre index.html, etc. Donc la première chose à faire, c'est git remote add origin, c'est celle-ci en fait, tout simplement. On va donc copier cette commande-là et on va y la mettre ici.
Donc en fait, le remote, en fait, c'est une convention Git, pareil pour origin. C'est qu'en fait, on va dire en fait que on va initialiser ce repository, tout simplement. Et ensuite, on va faire ici un push. Hop, git push-u origin master. Donc le push, comme son nom l'indique, hein, en fait, on va aller pousser notre code dans ce repository. On va le pousser à l'origine. Donc origine, c'est convention Git, et après, on va envoyer sur le master, tout simplement. Donc là, on voit qu'il a envoyé 19 choses, etc. Et donc maintenant, en fait, notre code est accessible en ligne. C'est-à-dire que si j'actualise ma page ici, voilà, je vois que ma page change, et je vois qu'ici, j'ai mon index.html. Je peux même le regarder en ligne, tout simplement. Donc voilà, vous voyez bien qu'en fait, maintenant mon code est disponible en ligne. Des personnes qui tomberaient sur cette page pourraient le télécharger en zip, ou alors prendre ce code-là pour faire un, comment dire, un clone, ou des choses comme ça. D'ailleurs, on va voir tout de suite comment marche le clone. Comme ça, au moins, vous aurez vu. Donc, imaginons que vous tombez sur un projet Git qui vous plaît, parce qu'il faut savoir que Git, c'est une immense communauté avec plein de projets, des gens qui mettent des choses en ligne, des gens qui mettent des choses intéressantes. Et donc, des fois, ça peut vous arriver de tomber sur un projet qui vous intéresse, dont la base du projet vous plaît, et que vous voulez ensuite adapter à vos envies. Et bah, pourquoi tout reprendre et tout coder, ou alors faire du copier-coller, alors que vous pouvez juste tout simplement cloner le repository. Donc pour ce faire, donc là on va se déplacer un peu. Je vais revenir dans mon dossier site, on va sortir du tuto Git. Ensuite, je vais créer un dossier que je vais appeler clone. Je vais me déplacer dedans, comme ceci. Et ici, je vais faire, donc je vais prendre ce petit lien, un git clone. Je mets le lien que j'ai copié. Et là, on voit qu'il est en train de le cloner. Et du coup, maintenant, si je fais un ls, je vois que j'ai un nouveau dossier, je me dirige dedans. Et voilà, j'ai récupéré mon index.html. Et donc en fait, ça m'a permis de cloner ce fichier et de l'avoir en fait maintenant en local sur mon ordinateur. Donc ça, c'est pour vous montrer le côté clone, c'est-à-dire le côté où en fait on met un dossier en ligne, et grâce à ce dossier en ligne ou ces fichiers en ligne, des personnes peuvent venir prendre nos fichiers, etc. Donc c'est pour ça que les dossiers privés sont assez intéressants, même s'ils sont payants. C'est pour éviter que quelqu'un vous clone votre code si jamais vous avez vraiment un projet qui est top secret, ou des choses, un projet voilà où il y a énormément de travail, et un lancement d'entreprise en vue. Si c'est juste pour faire des tests, si c'est juste pour si vous voulez mettre des choses à disposition à des gens, n'hésitez pas du tout à les mettre en public et à partager ce code, au contraire. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, imaginons que une autre personne qui n'est pas vous, qui n'est pas moi, travaille également sur le même dossier. Il fait des modifications sur le index.html, etc. Et il va en fait, donc du coup, faire ses commits, faire ses merges, etc. Du coup, lui, sa version du code va être différente de la vôtre. Cependant, il n'a pas encore pushé en ligne. C'est-à-dire que lui, sur son dossier ordinateur, il a un code différent de celui qui est en ligne, qui est le même que le vôtre. Et là, à ce moment-là, il va faire des modifications, etc. Il fait ses commits, il fait ses adds, et il va pusher. Donc ça veut dire qu'en fait, maintenant, la version en ligne va être différente de la vôtre. Et donc, il va falloir faire une commande. Moi, je n'ai pas de compte Git, donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous faire une grosse démonstration, mais bon, je vais quand même vous montrer cette commande qui est assez importante. Donc voilà, il a fait ses modifications, il a envoyé en ligne, il a envoyé sur la branche master, il n'a pas créé de branche, etc. Donc voilà, il a pushé tout ça. Donc ça veut dire qu'en ligne, maintenant, il y a une nouvelle version du code que vous n'avez pas, vous, en local. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que, à la place, cette fois-ci, de pusher, comme on vient de faire, eh bien, cette fois-ci, il suffira juste tout simplement de pooler. C'est-à-dire qu'on va venir tirer son code. Et pour ce faire, ce sera tout simple. Vous faites un git pull origin master. Donc là, moi, il me dit que c'est already up to date parce que on est déjà à jour. Et en fait, voilà, tout simplement, vous allez venir pooler la branche qui vous intéresse. Si c'est pas cette branche-là qui vous intéresse, vous faites par exemple un git pull origin euh, branche par exemple. Hop, et là vous allez tirer la branche qui s'appelle branche. Et ainsi de suite.
Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc après, il y a quand même quelque chose qui est assez important sur la mise en ligne du code, c'est que voilà, faut faire attention déjà premièrement sur quelle branche vous vous trouvez. Parce que si vous envoyez par exemple, imaginons votre branche sur laquelle vous travaillez sur la branche master, ça risque de commencer à créer des conflits, à créer du code qui n'est plus propre, etc. Donc quand vous allez pusher quelque chose, toujours pusher en précisant la branche que vous pushez. En fait, je vous explique, je vais m'expliquer. Là, tac, donc git, ah oui, donc déjà je vais sortir de là, parce que c'est vrai que j'avais cloné un dossier. Là, je me retourne dans le git. Je vais regarder, donc si j'ai eu des modifications, j'en ai pas. Je regarde sur quelle branche je me trouve. Je suis sur master. Donc imaginons que je fais des modifications sur master et je veux pusher master. Dans ce cas-là, je ferai un git push-u origine master. Comme ça, en fait, je vais envoyer sur master. Euh, en ayant bien fait mes add et mes commits avant, etc. Maintenant, imaginons que, tac, donc là, je vais faire un checkout et je vais aller sur hello. Switch to branch hello. Je vais faire une modification, je sais pas, je vais ajouter ici un HR, je vais ajouter un autre paragraphe, super, les branches, tout simplement. Et je vais même aller, tac, créer un nouveau fichier qui s'appellera hello.html, dans lequel je mettrai juste un H1, où je mettrai coucou. On met même pas le doctype, on s'en fout. Là, je vais faire un git add, enfin un git status, histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Hop. Donc il y a un fichier qui a été modifié et un fichier qui n'est pas encore traqué. Donc je vais faire un git add pour tout ajouter, un git commit où je vais mettre add files and modify file. Voilà, ça a bien été ajouté. Et maintenant, en fait, je veux que cette branche soit accessible pour tous mes collaborateurs sur GitHub. Donc à ce moment-là, comment faire? Eh bien, je vais juste avoir besoin de pousser cette branche en ligne. Donc je vais faire un git push-u origine. Et donc ma branche s'appelait hello. Hello. Donc là, je suis en train de pousser la version de hello en ligne. Qu'est-ce que ça va faire? En fait, c'est que maintenant, j'ai ma branche hello en ligne. Ma branche hello est complètement différente, enfin complètement. Du moins, elle est un peu pareille que master, mais avec un fichier en plus qui n'est pas accessible sur master. Donc si je veux maintenant qu'elle soit accessible sur master, si je veux aussi que ça soit poussé sur master, dans ce cas-là, j'ai juste à faire ici un git checkout master, je me retourne sur master, git merge de hello, tac, il y a des conflits. Super, on va aller régler ça tout de suite. Ça, on le sauvegarde. Et voilà les conflits. Donc là, c'est la version de hello, et là, c'est la version de head. Bien, très bien. Nous, on veut garder la version de hello. Donc on va garder tout ça. Tout simplement. On va faire un commit, enfin un git add d'abord, et ensuite un git commit, fix conflict, et ensuite on va faire un git push-u origine master. Ça a été poussé, j'actualise mon repository, et maintenant j'ai bien exactement la même chose que ce soit sur master et sur la branche hello. Et donc voilà, et donc il se peut aussi que si par exemple un collègue à vous, un collaborateur pousse une nouvelle branche en ligne, vous pourrez ensuite donc venir pouler les branches qui ont été créées, et vous les verrez ici, vous verrez les branches d'autres personnes. J'ai pas forcément d'exemple de travaux en collaboration, en fait j'ai un repository privé pour mon entreprise dans laquelle je travaille actuellement. Le problème c'est que c'est un repository qui est vraiment privé, donc je peux pas trop vous montrer quelle est l'entreprise, etc. Cependant, voilà, c'est très facile à comprendre et encore plus facile à comprendre à partir du moment où on a une interface graphique qui est ici et qui nous permet un petit peu de, voilà, de visualiser ici nos branches, de visualiser ici en fait tous les commits qui ont été faits, de voir les pull requests, etc. Et donc voilà, surtout ce qu'il faut retenir là, c'est le système de push, c'est-à-dire qu'on va aller pousser notre code en ligne, et le système de pull, c'est-à-dire qu'on va aller tirer le code qui est en ligne. Comme ça veut dire qu'en fait,
Généralement, dans la méthodologie, il faut toujours pooler avant de pusher, histoire de s'assurer qu'on a toujours la dernière version du code. Donc si jamais c'est vous qui avez poussé la dernière fois, c'est pas grave, ça vous dira que vous êtes à jour. Cependant, s'il y a quelqu'un qui a fait des modifications, si vous poulez toujours en premier, au moins vous êtes sûr que vous aurez toujours la dernière version du code. Je ne vous fais pas un tour de GitLab parce que moi personnellement je ne l'utilise pas, mais soyez curieux, renseignez-vous. Il me semble, en tout cas d'après ce que j'ai compris, c'est que l'interface graphique est très bien faite. Elle est utilisée par des grandes entreprises comme vous pouvez le voir. Donc renseignez-vous. Je vais vous montrer maintenant juste dernières choses, c'est les clients desktop, donc qui sont GitKraken et tac, où est-ce que je l'ai mis, et GitHub Desktop. Donc fondamentalement, ça marche exactement de la même façon. Tac, bon, GitHub Desktop, moi le mien c'est vrai qu'il avait craché, donc bon, je vous montrerai rapidement sur internet. Donc GitLab en fait ça se présente comme ça vous permet en fait d'avoir exactement la même chose qu'ici, sauf que cette fois-ci vous avez un côté un peu plus visuel, et vous avez en fait des boutons pour faire toutes les tâches qu'on peut faire avec Git, à savoir switcher d'une branche à l'autre en fait tout simplement, pouvoir visualiser toutes les branches. Ici, vous avez la chance de pouvoir faire des undo et des redo, donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas... Enfin, on peut les faire en ligne de commande, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Là, au moins, vous avez juste à faire... en cliquer sur un bouton, vous pouvez faire les pull requests, les push, créer des branches, etc. Et vous avez vraiment surtout une interface graphique. Par exemple, quand vous allez créer des branches, vous allez voir ici des branches qui vont se créer, tac, et qui vont venir se brancher ici. Donc c'est cool, ça vous permet d'avoir vraiment un visuel de votre Git. L'autre, c'est donc GitHub Desktop, donc c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci c'est GitHub. Et voilà, alors que GitKraken c'est indépendant, c'est bon, Axosoft apparemment, je connais pas trop l'entreprise, mais voilà, globalement c'est exactement la même chose, mais avec deux entreprises différentes. Mais ça vous permet voilà, d'avoir un client desktop, c'est-à-dire une application sur votre ordinateur qui vous permet de visualiser et d'avoir en fait une vue d'ensemble de vos branches, de vos branchements, de vos collaborateurs, des commits qui ont été faits, des push, des pulls, etc. Eh bien, j'espère que cet ensemble de tutoriels sur Git vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que je peux. Je suis pas encore fixé sur qu'est-ce qui va, enfin sur la suite des événements. Je ne sais pas encore si je vais faire un tutoriel sur Node.js ou sur Ruby on Rails. Ce sont deux technologies que j'utilise énormément, donc je ne sais pas encore lequel je vais préférer faire en fait, tout simplement. Peut-être qu'avant ça, il y aurait peut-être un tutoriel sur la création d'une map. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour vos sites perso, d'avoir une petite map à mettre pour dire où est-ce que vous vous situez, c'est assez cool, en utilisant Mapbox comme j'utilise régulièrement. Et peut-être aussi une vidéo où on animera un site internet en entier avec du JavaScript et des choses comme ça. Donc je suis en train de regarder un petit peu, je suis en train de m'organiser. Et donc il y aura bientôt une suite et avec sûrement du Node, je pense plutôt aller vers Node. Merci à vous et puis bah, n'hésitez pas à poser vos questions.